J'ai poignardé mon meilleur ami en plein cœur, sous la pluie battante des quais de Seine, et son sang chaud a coulé sur mes mains comme une absolution tardive. Ce n'était pas de la folie, mais une dette que j'aurais dû régler il y a 20 ans, quand il m'a volé ma vie pour sauver la sienne. Et maintenant, alors que les sirènes hurlent dans la nuit parisienne, je me demande si la vengeance est un poison ou un remède. Mais une chose est sûre, je n'ai aucun regret. La vieille Peugeot 205 de mon grand-père Lucien reposait dans le garage humide de la maison familiale à Montmartre, comme un reliquat d'un autre siècle. J'avais 35 ans, célibataire, sans enfant, et l'héritage se résumait à ça. Une épave rouillée avec un kilométrage qui défiait l'entendement et un trousseau de clés usées par le temps. Ma mère, veuve depuis une décennie, m'avait regardé avec ce mélange de pitié et de résignation typiquement française quand elle m'avait tendu les papiers. C'est tout ce qu'il te laisse, Alexandre. Ton grand-père n'était pas un homme de mots, ni de fortune. J'avais hoché la tête, feignant l'indifférence, mais au fond, une pointe d'amertume me transperçait. Lucien avait été le pilier de la famille, un ancien ouvrier des usines Renault, un résistant discret qui ne parlait jamais de la guerre, seulement des vignes de Bordeaux qu'il n'avait jamais possédées. Je rentrais chez moi ce soir-là, un appartement exigu dans le Marais, encombré de livres jaunis et de bouteilles de vin à moitié vides. Le deuil n'avait pas encore eu le temps de s'installer. Il flottait comme une brume automnale sur les toits de zinc. Je décidai d'aller voir la voiture le lendemain, par curiosité plus que par nostalgie. Paris bruissait de son habituel chaos. Les klaxons des taxis, les rires étouffés des terrasses, l'odeur de croissants brûlés qui s'échappait des boulangeries. En poussant la porte du garage, l'air froid me frappa comme une gifle. La Peugeot était là, couverte d'une toile grise, ses phares ternis fixés sur moi comme des yeux accusateurs. Je la dégageai avec précaution, essuyant la poussière du tableau de bord. Le moteur toussa comme un fumeur invétéré quand je tournai la clé, mais il finit par ronronner, un son rauque et réconfortant. C'est alors que l'allume-signe s'illumina faiblement, et le GPS, un modèle archaïque, un tom-tom des années 2000, branché de travers, s'activa de lui-même. L'écran fissuré clignota, et une voix synthétique, monocorde, murmura, itinéraire vers l'adresse secrète de Lucien. Confirmez-vous. Mon cœur s'emballa. Secrète? Lucien n'avait jamais été du genre à cacher quoi que ce soit. Il était franc comme un vin de table, direct comme un coup de poing. Je pressai « oui » par réflexe, et l'écran afficha une carte routière jaunie, menant à une rue anonyme du 18e arrondissement, près de la porte de Clignancourt. La nuit tombait déjà, un crépuscule violet qui enveloppait la ville comme un linceul. Je pris la route, les essuie-glaces grinçant contre la bruine. Les rues de Paris défilaient, familières et pourtant étrangères. Les néons des sex-shops de Pigalle, les ombres des SDF blottis contre les grilles du Sacré-Cœur. Mon esprit vagabondait vers Lucien. Il m'avait élevé après la mort de mon père, un accident de chantier banal, quand j'avais 8 ans. La vie est une arnaque, fiston, me disait-il souvent, en tirant sur sa gauloise. Mais on paie quand même. À l'époque, je riais. Aujourd'hui, ces mots résonnaient comme une prophétie. L'adresse menait à un immeuble délabré, façade lézardée par les ans, porte cochère entr'ouverte comme une invitation sinistre. Je garai la Peugeot dans une ruelle adjacente, le cœur battant. À l'intérieur, un escalier étroit puait le moisi et les regrets. Au 3e étage, une porte anonyme, numéro 3B. Pas de nom sur la plaque. Je frappai, et le silence me répondit. Puis, un bruit de chaîne, et la porte s'entr'ouvrit sur une femme d'une 50aine d'années, les cheveux teints en roux criard, les yeux gonflés par les larmes ou l'alcool. « Qu'est-ce que vous voulez » grognatait-elle en français approximatif, teinté d'un accent d'Europe de l'Est. Je suis Alexandre, le petit-fils de Lucien Moreau. Il est mort la semaine dernière. Ce GPS. Il m'a mené ici. Elle pâlit, recula d'un pas Lucien. Mon Dieu, entrez. Son appartement était un chaos de bibelots kitsch et de photos jaunies. Des enfants qui n'étaient pas les siens, des paysages de la Drôme. Elle s'appelait Irina, immigrée roumaine, ancienne aide-soignante. Votre grand-père venait me voir tous les 15 jours. Pas pour. Non, rien de ça. Il payait mes dettes, en échange de silence. Mon estomac se noua. Quel silence! Elle alluma une cigarette, expira une volutacre. Il y a 20 ans, Lucien a été accusé de vol dans son usine. Des pièces automobiles, des milliers d'euros. Il a purgé 5 ans à Fresnes. Mais ce n'était pas lui. C'était son patron, Marcel Duval, qui détournait l'argent pour financer ses maîtresses. Lucien a pris pour lui, pour protéger sa famille. Votre père, surtout, qui travaillait là-bas. Marcel lui a promis de veiller sur vous tous, en échange. Je sentis le monde basculer. Mon père était mort sur un chantier de Duval Construction, une chute accidentelle que personne n'avait enquêté.
Et vous? Pourquoi Lucien venait-il ici? Irina baissa les yeux. Parce que Marcel m'a violée, après l'affaire. Pour me faire taire. Lucien m'a trouvé, brisé, et il m'a aidé à recommencer. Mais il n'a jamais pu se venger. Il disait que la rancune ronge l'âme, comme un cancer. Je quittai l'appartement dans un état second, la pluie martelant le trottoir comme des coups de fouet. Marcel Duval. Le nom résonnait comme un glas. J'avais grandi en entendant les ragots. Duval, l'homme d'affaires respecté, mécène des arts parisiens, ami de politiciens. Et mon grand-père, le bouc émissaire, mort dans l'ombre avec son secret pourri. De retour dans la Peugeot, le GPS clignota à nouveau. Message vocal de Lucien. Écoutez. La voix de mon grand-père, chevrotante mais ferme, emplit l'habitacle. Alexandre, si tu entends ça, c'est que je suis parti. Duval m'a tout pris, ma liberté, ton père. Ne fais pas comme moi. Venge-nous. Mais souviens-toi, la vengeance est un miroir brisé, elle te coupe les mains. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je démarrai, direction le centre-ville. Duval vivait dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, rue de Grenelle, entouré de luxe volés. Les jours suivants furent un tourbillon de recherches. J'arpentai les bibliothèques de la BNF, fouillai les archives judiciaires en ligne, interrogeai discrètement d'anciens collègues de Lucien. La vérité se dévoilait par bribes. Duval avait manipulé les preuves, soudoyé des témoins, et Lucien, fier et têtu, avait avoué pour protéger l'honneur de l'usine. Mon père, ingénieur chez Duval, avait découvert les malversations et menacé de tout révéler. Sa chute n'était pas un accident. C'était un meurtre déguisé, classé sans suite par un juge complice. La rage grandissait en moi comme une tumeur. Je n'étais pas un héros. J'étais un comptable anonyme, un rat de bureau qui passait ses soirées à siroter du calva dans des bars enfumés. Mais ce secret me consumait. Un soir, je contactai Émile, mon meilleur ami depuis l'école, un avocat pénaliste au palais de justice. « Émile, j'ai besoin de ton aide. C'est personnel. » Nous nous retrouvâmes au Procope, l'un des plus anciens cafés de Paris, sous les portraits jaunis de Voltaire et Rousseau. Je lui déballai tout, les mains tremblantes autour de mon verre de cognac. Émile écouta, les yeux plissés. « C'est de la folie, Alex. Duval est intouchable. Il finance la moitié des campagnes électorales. Si tu creuses, c'est toi qui finiras au fond de la Seine. » Mais je voyais une lueur dans son regard, une avidité. « Aide-moi, Émile. Pour Lucien. Pour mon père. » Il hésita, puis hocha la tête. « D'accord. Mais on procède avec prudence. Je connais un détective privé, un ancien flic. » Le détective s'appelait Raoul, un colosse au nez cassé, qui opérait depuis un bureau sordide près de Bastille. Pour 1 000 €, mes économies de l'année, il accepta l'affaire. Duval, grognatait-il. Un serpent. Mais les serpents ont une peau fragile. Ces rapports arrivèrent par mail crypté. Duval avait une fille, Sophie, étudiante en droit à la Sorbonne. Une épouse, Claire, qui collectionnait les amants. Et un empire bâti sur des chantiers truqués et des pots de vin. Mais le clou, Duval entretenait une liaison avec Irina, la Roumaine, depuis des années. Pour la contrôler, nota Raoul. Elle sait trop. Je confrontai Irina par téléphone. C'est vrai. Elle sanglota. Il me paie pour mon silence. Lucien le savait, et c'est pour ça qu'il m'aidait. Il voulait que je parte, que j'oublie. La trahison se ramifiait comme une toile d'araignée. Duval n'avait pas seulement volé Lucien, il avait empoisonné tout ce qu'il touchait. Émile me pressait, on porte plainte anonyme. On alerte la presse. Mais je sentais la vengeance couler dans mes veines comme un vin corsé. Pas de justice, de la justice à moi. Une nuit, je piratai le GPS de la Peugeot, un vieux modèle, mais avec un port USB, pour tracer les allées et venues de Duval. Il se rendait souvent à un cabaret clandestin du quartier latin, le Chat Noir, où il retrouvait des investisseurs louches. Je m'y rendis incognito, vêtu d'un manteau anonyme, le chapeau enfoncé sur les yeux. L'air était saturé de jazz cigarettes et de parfums capiteux. Duval était là, au fond de la salle, riant avec un groupe d'hommes en costume sur mesure. Son visage, buriné par les excès, arborait un sourire carnassier. Nos regards se croisèrent un instant, il ne me reconnut pas. Mais moi, je le vis tel qu'il était, un parasite, un voleur d'âme. Dehors, sous la lune pâle, je jurai sur la tombe de Lucien, il paierait. Mais Émile, mon frère d'armes, me retint. Pas comme ça, Alex. On est intelligent, pas des brutes. Sa voix était douce, persuasive. Je lui fis confiance. Erreur fatale.
Les semaines suivantes furent un balai de mensonges et de filatures. Raoul, le détective, m'envoyait des photos granuleuses. Duval entrant dans des restaurants étoilés avec des politiciens. Sophie riant à une soirée mondaine, Claire assistant à des vernissages où elle draguait des artistes fauchés. Chaque image était un coup de poignard supplémentaire. J'imaginais la vie de mon père, écourtée par cet homme, Lucien pourrissant en cellule pendant que Duval trinquait au champagne. La colère me rongeait les nuits. Je ne dormais plus, hanté par des rêves où je serrais le cou de Duval, jusqu'à ce que ses yeux exorbités implorent pardon. Émile devint mon ancre. Nous nous voyions presque quotidiennement, dans des bistrots discrets du 5e arrondissement, où les serveurs nous laissaient en paix. J'ai contacté un journaliste au Canard enchaîné, me dit-il un après-midi pluvieux, en sirotant un espresso amer. Anonyme, bien sûr. Avec les preuves de Raoul, on peut faire éclater l'affaire. Ses yeux brillaient d'une excitation presque enfantine. Émile avait toujours été le stratège, le cerveau, moi, le muscle, même si je n'avais jamais levé le poing de ma vie. Et si Duval contre-attaque ? Demandai-je. Il haussa les épaules. C'est pour ça que je suis avocat. Je te protège. Mais des fissures apparurent. Un soir, après une filature ratée, Duval avait changé de voiture, une Mercedes blindée, Émile sembla distant. Alex, et si on arrêtait ? C'est dangereux. Ta mère a besoin de toi. Je le fixai, incrédule. Ma mère ? Elle pleure Lucien tous les jours. Et toi, tu recules. Il détourna le regard, tripotant son alliance. Il s'était marié l'année précédente, une avocate ambitieuse nommée Léa. J'ai des responsabilités maintenant. Je quittai le café furieux, la Peugeot pétaradant dans les rues encombrées. Le GPS, fidèle compagnon, murmura une nouvelle alerte. Rappel, coordonnées de Marcel Duval mises à jour. Comment Lucien avait-il programmé ça ? Un fantôme numérique, veillant sur moi depuis l'au-delà. Je décidai d'agir seul. J'achetai un burner phone, contactai Irina. Aidez-moi à l'approcher. Elle hésita. Il me bat, parfois. Mais pour Lucien. D'accord. Rendez-vous au cabaret, vendredi. Le vendredi arriva comme une tempête. Paris était noyé sous une averse torrentielle, les gouttières débordant comme des veines ouvertes. Je me glissai dans le chat noir, par l'entrée des artistes, un laissez-passer falsifié grâce à Émile. L'atmosphère était lourde, saturée de sueur et de saxophones plaintifs. Irina était au bar, robe moulante rouge sang, les yeux fardés pour masquer les bleus. Il arrive dans 1 heure. Soyez discret. Je m'installai dans un coin sombre, un verre de pastis devant moi, observant. Duval entra, escorté de 2 gorilles en costard, son rire tonitruant couvrant la musique. Il s'assit avec Irina, la main possessive sur sa cuisse. Je bouillais. Quand il se leva pour les toilettes, je le suivis. Le couloir était étroit, éclairé par une ampoule vacillante. « Monsieur Duval », dis-je d'une voix calme. Il se tourna, surpris. « Qui êtes-vous » ? Alexandre Moreau, petit-fils de Lucien. Son visage se figea, puis un sourire mielleux étira ses lèvres. Ah, le vieux tôlard. Condoléances. Il a eu ce qu'il méritait. Les mots me frappèrent comme un marteau. Je sortis le dossier de Raoul, des photos, des documents. Vous l'avez piégé. Mon père aussi. Ça s'arrête ce soir. Il ricana. Petit con. Tu n'as rien. Et si tu parles, tu finis comme eux. Il me poussa, et je trébuchai, le cœur en feu. Dehors, trempé, je composai le numéro d'Émile. Il sait. J'ai besoin de toi. Sa voix était tendue. Où es-tu ? J'arrive. Mais quand il débarqua, ce n'était pas pour m'aider. Duval était avec lui, dans sa Mercedes garée en double fil. Émile ? Qu'est-ce que ? Mon ami, mon frère, baissa les yeux. Désolé, Alex. Il m'a offert un partenariat. Ton grand-père. C'était il y a longtemps. Laisse tomber. La trahison me coupa le souffle. Émile, qui avait juré fidélité, vendait son âme pour un bureau au dernier étage. Duval s'approcha, son haleine aigre de whisky. Rentrez chez vous, gamin, ou je vous enterre avec vos fantômes. Ils partirent, me laissant seul sous la pluie, brisé. Les jours suivants, je disparus. Je louai une chambre meublée à Belleville, chez des immigrés maghrébins qui ne posaient pas de questions. J'errais la nuit, évitant les regards, nourrissant ma rage comme un feu de camp. Émile tenta de m'appeler, des messages larmoyants. C'était une erreur. Duval m'a menacé. Mensonge. Raoul confirma.
Émile avait été en contact avec Duval depuis des mois, vendant des infos sur moi pour un pot de vin. La vengeance se cristallisa. Pas contre Duval d'abord. Il était trop protégé. Contre Émile, le traître intime. J'infiltrai son bureau au palais, un soir de garde relâché. Son ordinateur était un trésor, maille codée, virement bancaire. Mais plus, des preuves que Émile couvrait Duval depuis l'affaire Lucien, falsifiant des documents pour l'usine. Mon meilleur ami n'était pas une victime, il était complice. Je planifiais minutieusement, à la française. Pas de violence brute, mais une élégance cruelle. J'envoyais des copies anonymes à Léa, sa femme, avec une note « Ton mari vend son âme pour un fantôme ». Puis à son cabinet, des extraits suggérant une malversation. Le chaos s'installa, cris conjugaux filtrant par les murs minces, Émile convoqué par le barreau. Mais Duval contre-attaqua. Des voyous me tabassèrent dans une ruelle de la butte aux cailles, me laissant des côtes fêlées et un œil au beurre noir. Prochain coup de fil, et c'est ta mère, grogna le chef, un tatoué au crâne rasé. Je rampais jusqu'à la Peugeot, le GPS clignotant, alerte, danger imminent. Lucien veillait toujours. Sophie Duval devint ma clé. La fille, innocente en apparence, étudiait le droit pénal, ironie du sort. Je l'approchai à la Sorbonne, sous un faux nom, professeur invité. Elle était belle, éthérée, avec des cheveux châtains cascadants comme une fontaine de Versailles. Mademoiselle Duval, votre père est un monstre, lui dis-je lors d'un séminaire sur la justice restaurative. Elle rit, nerveuse. Vous ne le connaissez pas. Mais le doute s'insinua. Je lui glissai des preuves, par bribes, une photo de Lucien en prison, un article sur la mort de mon père. Elle me contacta une semaine plus tard, voix tremblante. C'est vrai? Il a tué? Nous nous vîmes dans un café du Luxembourg, sous les feuilles mortes. Je lui racontai tout, les larmes aux yeux. Sophie pleura, puis se durcit. Je l'ai toujours su, au fond. Il m'achète avec des bijoux, mais il pue la pourriture. Alliance inattendue. Elle promit d'accéder au compte de Duval, de trouver le fonds noir finançant ses crimes. Émile, acculé, tenta une rédemption. Il surgit à ma planque, hagard, une bouteille de Bordeaux à la main. Alex, pardonne-moi. Léa me quitte, le barreau m'enquêtera. Aide-moi à réparer. Je le laissai entrer, feignant la pitié. Nous bûmes, parlâmes jusqu'à l'aube. Pourquoi? Demandai-je. Il s'effondra. Duval m'a promis de couvrir mes dettes de jeu. Et ton père, je l'ai vu tomber. J'ai signé le rapport d'accident pour 100 000 €. La confession, enregistrée sur mon téléphone, fut mon arme. La toile se resserrait. Sophie transféra des fonds, 1 million d'euros volés, sur un compte offshore que Raoul avait ouvert. Pour la justice, dit-elle. Mais la tension montait. Duval flairait le piège. Ses hommes rôdaient près de chez ma mère. Je l'appelai « Maman, pars en Normandie. S'il te plaît. » Elle obéit, inquiète mais confiante en mon voyage d'affaires. Le point de non-retour arriva lors d'une réception chez Duval, au Louvre des Antiquaires. Sophie m'invita comme collègue. Le lieu puait l'opulence, lustre en cristal, serveur en queue de pie, invité en smoking. Duval, au centre, trônait comme un roi. Quand il me vit, son sourire se crispa. « Vous ici ?» Je haussai les épaules. Le monde est petit. Émile était là aussi, pâle comme un linge, évitant mon regard. La soirée s'étira en un ballet de faux-semblants, rire forcé, toast hypocrite. Puis, Sophie activa le signal. Un mail envoyé à la presse, avec toutes les preuves. Panique chez Duval. Il m'entraîna dans un bureau attenant, Émile sur les talons. « Qu'est-ce que tu as fait, salaud ?» hurla-t-il. « J'ai rendu justice, » répondis-je. Émile bafouilla. « Alex, arrête. On peut négocier. » Mais Duval, fou de rage, sortit un pistolet de son tiroir, un reliquat de ses affaires coloniales. « Tu meurs ce soir. » Le coup partit, mais rata. Émile s'était jeté devant moi. Le sang jaillit, chaud, sur mon visage. Mon ami s'effondra, gargouillant. « Pardonne. » Pour Lucien. Duval visa à nouveau. J'attrapai une statuette de bronze, un minotaure, ironie grecque, et l'abattis sur son crâne. Il s'écroula, inconscient. Sophie hurla dehors. La police arriva, sirène hurlante. J'étais couvert de sang, les mains liées par des menottes. Mais dans le chaos, un sourire effleura mes lèvres. La vengeance avait commencé. La cellule de garde à vue au commissariat du 7e puait, le désinfectant et la défaite. J'étais assis sur une banquette dure, les poignets encore marqués par les menottes,
fixant le mur écaillé où des graffitis obscènes défiaient l'autorité. Sophie avait été emmenée séparément, interrogée comme témoin. Elle avait tout nié, jurant que j'étais un invité innocent. Mais les caméras du Louvre avaient tout capturé, le coup de feu, la statuette ensanglantée. Duval, inconscient mais vivant, gisait à l'hôpital sous bonne garde. Émile était mort, son corps évacué sur une civière, un drap blanc couvrant son visage blême. L'inspecteur, un quinquagénaire bedonnant nommé Lefebvre, entra avec un dossier sous le bras. « Monsieur Moreau, vous avez une nuit pour vous expliquer. Meurtre au second degré, tentative sur Duval. Et ces preuves que votre complice a envoyées à la presse, ça sent le chantage. » Je levai les yeux, la voix rauque. Ce n'est pas du chantage. C'est la vérité. Duval a tué mon père, piégé mon grand-père. Émile. Il a essayé de se racheter. Lefebvre ricana. Se racheter en se prenant une balle? Classique. Mais les morts ne parlent pas, et Duval nie tout. La nuit s'étira en un interrogatoire interminable. Je déballai l'histoire, le GPS, Irina, Raoul, les mailles d'Émile. Lefebvre nota, dubitatif. Votre grand-père, hein? Un tôlard. Pas un saint. À l'aube, mon avocat, un jeune loup engagé par Sophie, arriva. Liberté sous caution. La presse est en folie, Duval est fini. En effet, les journaux titraient « Scandale Duval, l'empire du mensonge s'effondre ». BFM diffusait en boucle les transferts d'argent, les témoignages d'Irina. Elle avait craqué au téléphone, tout avoué. Libéré, je rentrai au Marais, l'appartement me semblant un mausolée. Ma mère appela depuis la Normandie. « Alexandre, c'est dans le journal. Que as-tu fait ?» Je mentis. « Rien, maman. Juste la justice. » Mais le deuil pour Émile me rongeait. Était-il vraiment complice ou un pion manipulé? Ces derniers mots, pour Lucien, hantaient mes rêves. J'allais à son enterrement, une cérémonie discrète à Père-Lachaise, sous un ciel de plomb. Léa me fusilla du regard. « Tu l'as tué. Ton obsession l'a poussé à ça. » Je ne répondis pas. La vérité était plus nuancée, un gris parisien. Duval, miraculeusement rétabli, contre-attaqua depuis son lit d'hôpital. Une plainte pour agression, plus une accusation de diffamation. Ses avocats, un cabinet élitiste de la place Vendôme, dépeignaient Lucien comme un voleur invétéré, mon père comme un ivrogne négligent. La presse se divisa. Libération clamait « Justice pour les oubliés », Le Figaro murmurait « Complot d'un déséquilibré ». Sophie me rendit visite, les traits tirés. Papa est furieux. Il dit que je suis une traîtresse. Mais je ne reculerai pas. Elle m'embrassa sur la joue, un geste ambigu, affection ou pitié. Avant de partir. Raoul, fidèle mercenaire, m'apporta de nouvelles munitions. Enregistrement de Duval menaçant des ouvriers, un carnet secret listant ses dettes, dont une à Émile, effacée contre silence. Utilisez-le au procès, grognatait-il. Le procès? J'en eus un avant-goût lors d'une audience préliminaire au tribunal de Paris. La salle était bondée, journalistes, curieux, la famille Duval en rang serré. Duval, en chaise roulante pour l'effet dramatique, me pointa du doigt. Cet homme est un psychopathe. Il a comploté pour me détruire, à cause d'une vieille rancune. Mon avocat riposta avec les preuves. Le juge, une femme austère aux lunettes pincées, ordonna une enquête approfondie. Monsieur Duval, vos affaires sentent le soufre. Nous creuserons. Dehors, les flashs crépitèrent. Une reporter de France Inter me coinça. Croyez-vous en la vengeance, monsieur Moreau? Je souris amèrement. La vengeance? C'est un vin français, corsé, mais il laisse un arrière-goût amer. La vie reprit un semblant de normalité, si on peut appeler ça ainsi. Je repris mon boulot de comptable, mais les chiffres dansaient comme des fantômes. Irina m'invita à dîner, un repas roumain épicé dans son appartement. Merci, murmura-t-elle, versant du huissé. Lucien serait fier. Nous parlâmes tard, de regrets et de renaissance. Elle avait porté plainte contre Duval pour agression, son empire craquelait. Mais Duval n'était pas fini. Une nuit, des coups à ma porte. J'ouvris, revolver à la main, un achat illégal via Raoul. C'était Sophie, échevelée, un sac à la main. Il m'a frappé. Il sait pour nous. Pour les fonds. Nous? Le mot plana, chargé. Je la fis entrer, la serrai contre moi. Son corps tremblait, chaud contre le mien. Je ne peux plus, sanglota-t-elle. Cette nuit-là, nous fîmes l'amour sur mon lit défait, un acte de rébellion autant que de désespoir. Au matin, elle partit,
Je vais témoigner contre lui. Pour toi. Pour nous. Le twist vint d'Émile, ou plutôt de son fantôme. Dans ses affaires, Léa trouva une lettre. Si je meurs, c'est Duval. Protégé Alex. Elle me l'a remis, les yeux rougis. Il t'aimait, vraiment. C'était un lâche, mais il t'aimait. Les larmes coulèrent enfin, libérant un barrage. Émile n'était pas un monstre, juste un homme faible, piégé comme Lucien. Le procès principal s'ouvrit en janvier, sous un froid mordant qui glaçait les os. La cour d'assises de Paris, avec ses boiseries sombres et ses juges en toge rouge, semblait un théâtre antique. Duval, debout malgré sa jambe plâtrée, niait tout, calomnie. Moreau est obsédé. Mais les témoins défilèrent. Irina, brisée mais résolue. Raoul, factuel comme un rapport de police. Ma mère, voix chevrotante, mon mari est mort pour rien, à cause de vous. Sophie fut la bombe. Mon père m'a avoué, un soir d'ivresse, il a poussé votre père du toit. Pour le silence. La salle explosa en murmures. Duval Blemet, Hurla, mensonge. Elle est folle. Mais le jury, des Parisiens ordinaires, un boulanger, une prof, un chauffeur de bus, vit la vérité dans ses yeux fuyants. La sentence tomba, 20 ans pour Duval, plus des amendes ruineuses. Pour moi, acquittement, légitime défense, avec les preuves d'Émile comme atout. Dehors, la foule scanda mon nom. Mais la victoire était pyrrhique. Sophie disparut le lendemain, une note, je ne peux pas vivre avec son ombre. Pardonne-moi. Gérer les rues, la Peugeot comme unique compagne, le GPS muet désormais. La vengeance m'avait libéré, mais à quel prix? Émile mort, Sophie partie, Duval pourrissant mais vivant. Et moi, marqué à vie, un paria glorifié. Les mois post-procès furent un vide béant, un néant parisien où les jours se fondaient en une grisaille monotone. Paris, ma ville bien-aimée, me semblait hostile, les haussmanniens oppressants, la Seine un ruban de boue indifférente. J'avais gagné, sur le papier, Duval derrière les barreaux de Fleury-Mérogis, son empire démantelé par des créanciers voraces. Les journaux m'avaient couronné l'avengé du peuple, mais les éloges sonnaient creux, comme un écho dans une crypte. Ma mère revint de Normandie, me serra dans ses bras frêles. Tu as fait ce qu'il fallait, mon fils. Lucien veille sur toi. Mais ses yeux trahissaient le doute. Elle voyait les ombres sous mes yeux, les bouteilles vides qui s'accumulaient. Irina devint une présence constante, une sœur d'armes inattendue. Nous dînions ensemble, des plats roumains relevés de paprika qui masquaient l'amertume. La vie continue, disait-elle, en versant du vin rouge comme du sang. Elle avait reçu une indemnisation, assez pour ouvrir un petit salon de beauté à Barbès. Pour les femmes comme moi, brisées mais pas finies. Je l'aidais, peignant les murs d'un rose fané, écoutant ses histoires de Bucharest sous Soescu. À travers elle, je touchais l'âme de Lucien, la compassion cachée sous la rudesse. Mais les fantômes ne lâchaient pas prise. Des lettres anonymes arrivaient, Duval avait une fille. Tu l'as trahie. Sophie. J'avais tenté de la retrouver. Un mail sans réponse, un numéro déconnecté. Raoul, payé de la poche de l'indemnisation, fouilla. Elle s'était exilée à Lisbonne, sous un faux nom, écrivant un blog anonyme sur les « fils de monstres ». Une entrée me transperça. J'ai aimé l'homme qui a détruit mon père. Étais-je vengeresse ou amoureuse? Le dilemme me rongeait. Notre nuit avait-elle été un mensonge ou un éclat vrai dans la tourmente? Émile hantait plus encore. Léa m'évita d'abord, puis un jour, elle frappa à ma porte, un carton sous le bras. Ses affaires. Et ça. Une clé USB, gravée, pour Alex. Dedans, des vidéos. Émile, seul dans son bureau, confessant à la caméra. Si tu vois ça, c'est que j'ai merdé. Duval me tient par les couilles depuis l'usine. Ton grand-père savait. Il m'a pardonné, mais pas moi. Venge-le, mais épargne-moi la pitié. Sa voix se brisa. Tu es mon frère, Alex. Meurs pas pour ça. Je pleurais, pour la première fois depuis l'enfance, un sanglot guttural qui secoua les murs. La société se divisa, comme prévu. Des pétitions en ligne, libérer Duval, victime d'un lynchage médiatique. VS. Moreau, héros des classes moyennes. Un podcast sensationnel, Vengeance à la française, m'interviewa. Avez-vous dormi après? Demandèrent-ils. Le sommeil est pour les innocents, répondis-je. Ça fit scandale. On me traita de martyr romantique ou de sociopathe chic. Un soir, au bar Le Select de Saint-Germain, un inconnu m'agressa. Tu as tué un innocent pour ton ego. Je ne ripostai pas. Le sang sur mes poings, encore, aurait été trop. Raoul m'avertit.
Duval prépare un appel. Il clame un complot juif, connerie antisémite, mais ça prend chez les fachos. Duval, même en cage, semait la haine. Ses alliés politiques, des macronistes recyclés en lepénistes, montaient au créneau. Une manifestation devant le tribunal, justice pour Marcel. Je m'y rendis, incognito, et vis Claire Duval, son épouse, hurlant des insanités. Mon mari est un saint. Moreau est un boucher. Son regard croisa le mien. Elle pâlit, mais cracha. Tu paieras dans l'autre monde. La tension culmina lors d'une émission télévisée sur CNews. Invité comme le vengeur repenti, je me retrouvai face à un panel de procureurs en herbe. « Votre acte était-il moral ?» demanda la modératrice, une blonde aux lèvres siliconées. « La morale est un luxe bourgeois », répliquai-je. Duval a volé des vies, j'ai repris la mienne. Le plateau explosa, applaudissements d'un côté, huées de l'autre. Un chroniqueur cria « C'est de la barbarie. La loi n'est pas un couteau. » Je quittai sous les sifflets, mais le buzz propulsa mon nom dans les charts. Un livre d'Il arriva, le GPS de la vengeance. Pourtant, l'obsession renaissait. Le GPS de la Peugeot, réparé par un geek de Belleville, clignota un jour, nouveau message, coordonnées de Sophie Duval. Lucien, ou un hack. Je pris la route, direction Lisbonne, les autoroutes françaises filant comme des veines grises. La ville portugaise, baignée de lumière atlantique, contrastait avec mon âme sombre. Je la trouvai dans un café de l'Alfama, écrivant sur un ordinateur portable, les cheveux courts désormais, un tatouage discret au poignet, un labyrinthe. Sophie. Elle sursauta, puis sourit tristement. Alex. Tu as l'air d'un fantôme. Nous marchâmes le long du Tage, le vent salé fouettant nos visages. Pourquoi ? demandai-je. Parce que je suis sa fille. Son sang coule en moi. Et toi ? Tu m'as fait douter de tout. Nous nous embrassâmes, un baiser salé de regret, mais elle recula. Je ne peux pas rentrer. Pas encore. Promesse fragile, écris-moi. Peut-être un jour. De retour à Paris, le twist final frappa comme la foudre. Une enveloppe anonyme, photo de ma mère avec Duval, datée d'après le procès de Lucien. Lettre jointe, elle savait. Elle a pris l'argent pour ton éducation. Ma mère, La trahison ultime. je la confrontai dans notre cuisine, les mains tremblantes. Maman, dis que c'est faux. Elle s'effondra, pleurant. Il m'a offert une vie décente, après ton père. Lucien haïssait ça, mais j'ai choisi la survie. Pardonne-moi. Le monde s'écroula. Ma mẹ, gánh tội thay non, complique passive. Je la serrai contre moi, murmurant « C'est fini ». Mais la rage bouillonnait à nouveau. Duval, depuis sa cellule, avait envoyé ça, un dernier coup bas. La vengeance n'était pas terminée. Elle était cyclique, comme les saisons françaises, automne sombre, hiver glacial, puis un printemps incertain. L'hiver 2025 s'abattit sur Paris comme une malédiction biblique. Neige sale sur les boulevards, vent hurlant dans les gouttières, une ville recroquevillée sur elle-même. L'enveloppe de Duval, ou de ses sbires, gisait sur la table de la cuisine, un serpent empaqueté. Ma mère, vieillie d'un coup, évitait mon regard, triturant son alliance usée. Alexandre, c'était pour toi. Les études, l'appartement. Sans Duval, nous étions des miséreux. Ces mots, prononcés d'une voix chevrotante, étaient une lame émoussée, coupant sans saigner. J'aurais pu la haïr, mais la pitié l'emporta, elle n'était qu'une veuve piégée dans les filets d'un prédateur. Pars, maman. Rejoins tes sœurs à Lyon. Oublie tout. Elle obéit, un sac à la main, un baiser froid sur la joue. Seul, je m'enfonçai dans la spirale. Le GPS, ce maudit oracle, clignota une dernière fois. Fin du trajet. Rentrez chez vous. Je le débranchai, fracassai l'écran contre le tableau de bord de la Peugeot. La voiture, vestige de Lucien, devint mon bunker. Je dormais dedans, garé près du canal Saint-Martin, observant les péniches glisser comme des cercueils flottants. Les rêves me hantaient, Émile riant, puis s'effondrant, Sophie dansant un fado mélancolique, Duval, éternel, ricanant depuis sa cellule. Réveil en sueur, la bouteille de Calvados à moitié vide. Raoul Metraqua, t'es en train de couler, gamine. Reprends-toi. Il m'entraîna dans un bistrot de Ménilmontant, me força à manger un cassoulet fumant. Duval a perdu son appel. Condamné à vie pour corruption aggravée. Irina à son salon, elle t'invite. Mais la victoire sonnait faux. C'était une coquille vide, un écho dans le vide. La presse, affamée, me relança. Un docu-fiction sur Arte,
L'héritage maudit. J'acceptais l'interview, filmée dans la Peugeot, sous un ciel bas. La vengeance m'a sauvé et détruit, confiai-je à la caméra. C'est français, non? Tragique et absurde. Le réalisateur, un intello barbu, hocha la tête. Camus aurait approuvé. Diffusion, débats enflammés sur Twitter, X, pardon, où les camps s'affrontaient, Moreau-Hérault vs. Vengeance meurtrier. Un tweet viral, il a tué pour un fantôme. Sommes-nous tous des Duval en puissance? Sophie réapparut comme un mirage. Un mail d'Algarve, je rentre. Pour le procès en appel de ma mère, elle veut te voir. Claire Duval, veuve éplorée, intentait un procès civil pour dommages moraux. Ironie, la femme cocufiée pleurnichait sur son veuvage. L'audience, au tribunal de commerce, fut un cirque, Claire en noir, perle aux larmes, jurant que j'avais détruit une famille honorable. Mon avocat, usé, riposta. Votre honneur était bâti sur des tombes. Mais le clou, Claire avoua, sous serment, avoir su pour le meurtre de mon père. Marcel était désespéré. J'ai couvert, pour nos enfants. La salle gronda. Sophie, témoin, se leva. Maman, arrête. Papa était un monstre, nous l'avons laissé faire. Chaos. Claire s'effondra en sanglots, le juge ajourna. Dehors, Sophie m'attrapa le bras. C'est fini. Vraiment. Nous marchâmes jusqu'à Notre-Dame, les échafaudages squelettiques comme un squelette de cathédrale. Reste, murmurai-je. Elle hésita, puis, d'accord. Pour essayer. La vie tenta un redémarrage. Avec l'avance du livre, j'achetai un petit appartement à Montreuil, vue sur les vignes urbaines. Sophie s'installa, apportant des livres de poésie, Baudelaire, bien sûr, et un chat errant nommé Minou. Nous cuisinions des coques au vin approximatif, rions de nos cicatrices. Irina devint la marraine officieuse, organisant des dîners où nous trinquions aux absents. Ma mère écrivit « Je suis fière. Viens me voir ». Mais le twist final, ce coup de théâtre qui divise encore les âmes, survint en mai, sous un soleil timide. Duval, en cellule, se suicida, une ceinture nouée à la grille, le corps pendant comme une marionnette cassée. Sa lettre, adressée à moi, « Tu m'as gagné, Moreau. Mais en mourant, je te hante éternellement. Ta mère était à moi. Sophie le sera. » Poison posthume. La presse explosa. Vengeance accomplie ou meurtre moral. Sophie lut la lettre, pâlit. Il ment. Toujours. Mais le doute s'insinua, un ver dans le fruit. Elle partit une semaine, pour réfléchir. Revint, un anneau à la main. Épouse-moi. Défi à son fantôme. Nous nous mariâmes civilement, à la mairie du 11e, juste nous, Irina et Raoul comme témoins. Pas de lune de miel. Une balade en Peugeot le long de la Loire, vigne en fleurs. Aujourd'hui, décembre 2025, je fixe la fenêtre, neige fondant sur les carreaux. Sophie dort, enceinte de 3 mois, un enfant, fruit de la haine ou de l'amour. La vengeance m'a donné ça, une famille bancale, une paix précaire. Ai-je bien fait? Les débats font rage en ligne, héros ou bourreau. Je n'ai pas de réponse. Seulement cette certitude, si Duval revenait, je recommencerais. Pour Lucien, pour Émile, pour l'homme que je suis devenu, brisé, mais entier. Paris murmured or, indifferent. La vie, cette arnaque, continue. Et moi, je roule, GPS éteint, vers l'inconnu.